Alors, il y a une première possibilité, soit on en a assez de l'IA, soit après le 4 heures, on commence à être un peu rassasié de cette solution-là. Donc, écoutez, moi en tout cas, ça fait très plaisir de pouvoir aujourd'hui vous partager quelques éléments sur ce sujet que j'apprécie tout particulièrement qu'est l'IA, puisque ça fait 10 ans que je travaille dans le monde de l'intelligence artificielle. Bien avant cette frénésie ChatGPT et consorts. Et pour l'anecdote, j'aime bien toujours commencer les interventions sur cette vision-là. Il y a 10 ans, j'ai fait un doctorat en intelligence artificielle. Alors je me suis battu pour qu'à la fin, il n'y ait pas écrit intelligence artificielle, mais qu'il y ait écrit statistique, parce qu'à l'époque, c'était plus porteur. Et le jour de ma soutenance de thèse, j'avais un membre de mon jury qui m'a dit « Écoutez, monsieur Hasin-Hiller, c'est quand même dommage d'avoir travaillé 5 ans de votre vie sur un sujet qui ne servira à rien. » Bon, force est de constater que 10 ans après, on en parle toujours de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, il y a 10 ans, n'est plus du tout celle d'aujourd'hui. Donc, c'est quand même extrêmement positif. Par contre, ce que moi, je retiens de ces 10 ans dans cet écosystème, on va dire, technique et technologique, c'est que, premier élément, je pense sur l'IA, on peut tous, vu votre grand nombre cet après-midi, mais surtout votre venue à la conférence de 14 heures organisée par Frédéric, c'était que je pense que l'IA, aujourd'hui, tout le monde en est conscient que ça représente des grands enjeux pour tout le monde. Alors, il y a des grandes attentes, mais enfin, je pense que c'est un sujet de société, et tout le monde en est conscient que ça va transformer, et ça a transformé énormément de métiers et d'entreprises in fine. Le deuxième constat, c'est que c'est toujours ou majoritairement, c'est un sujet qui est vu du point de vue technologique. Effectivement, si on regarde un peu même l'historique de ce sujet-là, il a été popularisé par des grands acteurs technologiques, à savoir IBM, Microsoft, Facebook, effectivement, qui ont révélé ce grand potentiel et qui ont bien sûr popularisé l'aspect technologique des choses, au détriment parfois de l'usage et de l'utilisateur. On verra ça par la suite. Le troisième constat, c'est le constat de confiance. Alors là, il y a eu un changement de paradigme. Avant l'arrivée de ChatGPT, quand on parlait d'acculturation à l'intelligence artificielle, le premier élément, c'est qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ça fait très peur, comment est-ce qu'on l'utilise, etc. Là maintenant, je pense que, alors on ne peut pas dire 90% des utilisateurs ou des opérationnels dans les entreprises ont utilisé au moins une fois ChatGPT. Bon, je pense quand même qu'on est quand même un grand nombre. Et donc là, on a un petit changement de paradigme en se disant, avant, l'IA faisait peur, maintenant, on l'utilise pour tout faire. Et parfois, on l'utilise à mauvais escient ou on n'utilise pas forcément le bon outil pour faire la bonne chose. Et le dernier constat, c'est qu'il y a quand même on va dire une très grande hétérogénéité dans les utilisations de l'IA. Pendant très longtemps, l'IA a été utilisée par des très grands acteurs, des très grandes sociétés, très grosses ETI, voilà, des très grosses entreprises du CAC 40. Et tout doucement, on commence à se rendre compte qu'en fait, l'IA, ce n'est pas que réservé pour ces grands acteurs. Et ça peut être réservé pour des PME et des ETI. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé une société, et ma société de conseil, vraiment, on travaille principalement sur le côté PME, ETI, et on accompagne sur tout ça. Je vous en parle tout de suite après. Le sujet aussi sur la genèse de tout ça, les ingrédients d'un succès d'une solution d'IA, on a toujours envie de se dire que l'ingrédient principal, c'est la technologie. Mais en réalité, la technologie, alors c'est un poids finalement très fort, hein. Il y a des acteurs ici technologiques, donc je ne veux pas du tout dire que la technologie ne sert à rien, mais dans le succès aujourd'hui, il y a énormément de technologies IA qui existent sur le marché. Donc finalement, il y a plein de possibilités d'utiliser la technologie. Après, il faut choisir bien sûr la bonne. Donc c'est que, on va dire 10%, on va dire du succès final de la solution. Il y a 20 autres % de succès qui sont liés à l'intégration de cette solution d'IA dans l'écosystème. Donc on va avoir énormément de développement complémentaire pour, in fine, moi je dis toujours la meilleure IA, c'est celle où on ne se rend pas compte qu'on l'utilise. Aujourd'hui, on utilise son smartphone, on n'a pas forcément conscience, on n'a plus conscience qu'on utilise de l'IA quotidiennement. Et c'est juste que là, le travail d'intégration a été assez formidable pour dissimuler tout ça dans une masse le plus cohérent possible. Et bon, on a vu 10%, 20%, vu qu'on est quand même assez fort en maths, on sait qu'il reste 70%.
Et les 70% qui finalement valident le succès d'une solution d'IA, ça va être l'humain. Et vous allez voir tout au long de cette démarche et tout au long de cette présentation, moi, ma vision, c'est qu'il faut mettre l'humain, l'utilisateur final, au cœur de toute votre stratégie d'intelligence artificielle. On dit l'IA, une stratégie technologique, une transformation, une stratégie technologique. En réalité, c'est une stratégie business où l'humain est au cœur de tout ça. Donc, comme je disais avant, j'ai fondé un cabinet de conseil qui s'appelle Origami Data, donc spécialisé vraiment sur l'accompagnement de la stratégie d'intelligence artificielle pour les entreprises, avec plutôt une vision d'accompagner des PME et des ETI, du Grand Est, puisque je suis quand même assez attaché à mon territoire. Et qu'est-ce que je propose? 3 types d'activités. Premier type de mission, ça va être de l'acculturation, expliquer simplement ce que c'est l'IA, ce que ce n'est pas, puisqu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas une bonne conscience du potentiel et de concrètement qu'est-ce que ça peut être. Le deuxième, c'est de l'accompagnement à la création d'une feuille de route. Donc ça peut être de l'audit, ça peut être du diag, mais identifier les cas d'usage qui vont vraiment vous permettre demain de révéler le potentiel de l'intelligence artificielle. Et le dernier point, c'est, une fois qu'on a identifié une feuille de route, vous accompagner à la mettre en place par rapport à tout ça. Si dans la salle, il y a des PME et des ETI, je vous rappelle que vous avez aussi un dispositif d'aide à votre disposition pour justement révéler le potentiel. La région, la CCI en propose. Et un autre accompagnement où je suis expert référencé sur ce sujet, c'est la BPI qui propose, via son programme France 2030, un accompagnement justement pour, donc un accompagnement financier, donc vous accompagner en prenant une partie des prestations en charge, 50% à savoir, sur le diagnostic, puis ensuite la conception de solutions. Mais pas trop de com sur cette partie-là, c'est pas le but, c'était mon instant promo de l'après-midi. Bon, si maintenant on parle un peu relation client. Premier sujet pour introduire un peu cette relation client. C'est chaque année, il y a un podium de la relation client qui est organisé par deux grands cabinets d'audit, de conseil, de sondage qui sont Bering et Kantar et Bering, qui chaque année organisent et récoltent, vont sonder 40 000 utilisateurs. Et en avril dernier, ils ont sorti leur baromètre 2024 sur ce sujet-là. Et à la question « Attendez-vous des entreprises qu'elles utilisent la technologie d'intelligence artificielle pour améliorer la relation client ?» On se rend compte que la cible... Oups, je me suis trompé de bouton. Que la cible des moins de 40 ans a répondu à plus de 72% oui. Donc on se dit, bon, c'est déjà très bien. Et bon, vu que je manipule un peu les chiffres, je dois quand même vous donner la deuxième vision. Pour les plus de 40 ans, c'est un peu plus compliqué. On n'est que à 56%. Donc on peut se dire, bon, c'est un peu plus qu'un cas sur deux. Mais la bonne nouvelle, c'est que le 56%, il y a un an, on était à 30%. Donc ça veut dire, vous voyez qu'en un an, il y a vraiment une habitude et une attente qui est vraiment grande sur cette partie. Vraiment, beaucoup de personnes, même les personnes de plus de 40 ans, attendent quotidiennement sur se dire « OK, l'IA peut être un vrai game changer sur différents sujets ». À partir de là, on peut se dire « Mais OK, mais finalement, quelles sont les attentes plus précises en termes d'IA? Comment est-ce que l'IA peut révolutionner la partie de la relation client ?» Autour de 4 points assez simples. Le premier, ça va être l'accessibilité à l'information. Il faut que l'IA permette, ou via des solutions, permette d'accéder, on va dire, à l'information le plus simplement possible. Le deuxième sujet, ça va être la réactivité. Effectivement, quand on cherche une information, on la veut maintenant. Si elle n'est pas disponible, il faut qu'on contacte son conseiller clientèle et hop, et donc on perd un peu de temps. Donc effectivement, on doit aussi améliorer grandement la réactivité de l'accès à l'information. Troisième sujet, c'est la personnalisation. Effectivement, de plus en plus, on veut avoir une information qui nous est propre. On ne veut pas que ce soit une information extrêmement vague ou globale. Et le dernier point, c'est l'autonomie. Effectivement, de plus en plus d'utilisateurs cherchent à être de plus en plus autonomes dans l'accès à l'information. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre stratégie d'IA que vous allez développer doit finalement permettre d'améliorer la relation client en optimisant l'accessibilité à l'information, la réactivité aux réponses, la personnalisation dans les interactions et l'autonomie des utilisateurs. Et c'est en particulier
ce point-là, l'autonomie des utilisateurs, qui est un des futurs grands enjeux sur vraiment la relation client par rapport à tout ça. Ok, donc si vous gardez ça en tête, vous allez pouvoir construire la meilleure des stratégies autour de la relation client, mêlant IA et relation client. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler d'IA, bien sûr, quand même vous réintroduire un peu ce sujet ô combien important. Ensuite, identifier concrètement les impacts que l'IA peut représenter dans la relation client. Vous montrer quelques exemples que j'ai déjà pu mettre en place tout au long de mes différentes expériences. Et la troisième partie, ce sera vraiment vous proposer quelques clés pour demain pouvoir mettre la stratégie. Comment est-ce que vous pouvez développer la stratégie qui va finalement vous apporter le plus, qui va révéler le potentiel le plus énorme demain dans votre organisation. Premier point sur l'IA. Alors bon, on a déjà eu une session autour de l'acculturation. Peut-être que vous n'étiez pas là, donc quelques points. Premier sujet, on confond souvent l'IA avec une tâche de digitalisation. Effectivement, de plus en plus, dans le langage courant, on dit que l'IA automatise des actions. En réalité, quand on va parler d'automatisation, on va plutôt parler de tâches de digitalisation. Donc c'est une vision extrêmement réactive des choses. On va collecter de l'information qu'on va pouvoir manipuler par la suite, et c'est à partir de ces informations-là qu'on va pouvoir prendre une décision. Ça, c'est le côté très digital réactif. Et alors que l'IA, justement, c'est l'aspect plus prédictif des choses, où tout l'enjeu, ça va être de pouvoir détecter des signaux faibles pour justement anticiper les phénomènes bien avant qu'ils n'apparaissent en réalité. D'accord? Donc souvent, trop souvent, on entend d'un point de vue des éditeurs logiciels que l'IA, c'est de l'automatisation. Non, dès qu'on parle d'automatisation, c'est plutôt l'aspect digitalisation. Et vraiment, le côté IA, c'est le côté prédictif, pouvoir vraiment prédire des phénomènes avant qu'ils n'arrivent. Alors là, je donne toujours quelques exemples, alors hors relation client, mais de manière assez globale. Par exemple, sur la relation client, le premier sujet digital, c'est la mise en place d'un CRM. C'est de la digitalisation assez classique. Alors que justement, la partie prédictive arrivera par la suite, au moment où vous voulez mettre en place un programme de fidélisation client, où vous voulez, à partir des données collectées précédemment, détecter les clients qui doivent être plus prioritaires dans votre programme de fidélisation. Et là, vous créez de la valeur par la suite. Okay. Donc là, c'est déjà un phénomène assez important. Digitalisation, réactif, IA, ça doit être le côté prédictif, prédire l'avenir dans une boule de cristal. Deuxième point, est-ce que, la question que tout le monde se pose, est-ce que ChatGPT, c'est l'IA? Alors moi, ma réponse, c'est oui, mais non. Et le mais non, je le mets en très très gros. Parce que moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le domaine. Enfin, moi, il y a 10 ans, je n'avais pas de ChatGPT et pourtant, on faisait quand même de l'IA. Et je vous garantis que je vais vous montrer des exemples qui n'utilisent pas de ChatGPT, où on arrive à obtenir des phénomènes et des scores et des gains assez énormes. Donc effectivement, ChatGPT, c'est un algorithme dans une famille entière de modélisation potentielle de l'intelligence artificielle. Donc juste pour mettre encore plus de buzzwords par rapport à tout ça, l'IA, c'est une grande famille ici. Dans la famille de l'IA, vous avez une partie d'algorithme qui s'appelle le machine learning. C'est la rencontre entre l'informatique et la vision plus statistique. Ensuite, dans le machine learning, vous avez le deep learning. Dans le deep learning, vous avez l'intelligence, l'IA générative. Et dans l'IA générative, vous avez encore une famille. Et dans cette famille, vous trouvez ChatGPT. Bon, donc, est-ce qu'un tout petit point là, ici, on peut le résumer à se dire que c'est tout l'IA? Non. Donc c'est ça qui est très important. Aujourd'hui, on entend forcément beaucoup parler de ChatGPT, mais en fait, dans un monde industriel et dans un monde, une organisation, il y a beaucoup d'autres cas d'usage, très souvent, qui peuvent être traités par d'autres solutions. Moi, très souvent, quand je réalise des diags ou des audits, à la fin, on me dit « mais il n'y a pas de solution qui utilise ChatGPT ». Bah oui, mais c'est peut-être que vous n'avez pas besoin d'IA générative, c'est peut-être pas votre besoin prioritaire. D'accord ? Et l'autre sujet, aussi très très important, si vous voyez qu'ici, donc là tous les petits points, je ne l'ai pas mis, c'est des algorithmes, hein, mais vous en avez une infinité à peu près. On a aussi cette vision qu'il y a une IA qui est capable de tout faire, de gérer toutes les situations. Bien sûr, ça c'est complètement faux. L'IA, ce que les Anglais et les Américains appellent agent, c'est cette IA générale, ça n'existe pas encore. Peut-être qu'un jour ça existera, je ne le nie pas dans l'avenir. Mais voilà, c'est pour chaque typologie de solution, vous avez une modélisation potentielle à mettre en œuvre.
D'accord ? Donc vous n'avez pas un algorithme qui est capable de traiter l'ensemble de vos cas d'usage dans votre entreprise. OK. Maintenant, si on se dit, qu'est-ce que sait réellement faire l'intelligence artificielle ? En réalité, elle sait faire 3 choses. Elle sait compter, elle sait classer des éléments et elle sait s'inspirer et créer des comportements assez importants. D'accord ? Donc, si toutes les solutions qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne, si on n'arrive pas à les positionner sur ces 3 catégories, c'est que très souvent, ce n'est pas une solution d'IA. D'accord ? Si maintenant on rentre un peu plus dans le détail, sur les deux premières typologies ici, compter et classer, on appelle ça de l'IA discriminative, où on va essayer de se poser la question, qu'est-ce que c'est ? Typiquement, on va lui montrer une image d'une pomme et on va lui dire, qu'est-ce que c'est que cet objet ? Et il va nous dire une pomme ou une poire s'il a mal appris. Alors que justement, cette vision d'inspiration, ChatGPT, etc., on va plutôt poser la question, justement, on va lui poser une question avec ChatGPT, qu'est-ce que pourrait être généré à partir de ces données-là ? Et là, vous voyez que vous avez 2 grands paradigmes. Un paradigme, vous avez plus une vision de système expert, vous lui montrez un élément et vous lui demandez une information, alors que de plus en plus, alors il y a eu une question tout à l'heure, mais de plus en plus sur cette vision-là, on a une certaine notion d'intelligence qui commence à apparaître puisqu'il génère quelque chose d'un peu plus complet que juste une pomme ou une poire. Même si après, est-ce que c'est de l'intelligence ou pas, ça c'est un autre vaste débat. Très bien, donc là, si après ces quelques slides, vous êtes à jour, vous êtes des experts de l'IA, vous pouvez sans problème appliquer ces concepts dans l'entreprise, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, si on essaie de faire un petit zoom quand même sur la partie relation client. Alors, comme toute stratégie, que ce soit une relation client ou pas, on va quand même se poser la question, pourquoi est-ce qu'on va vouloir utiliser l'IA dans notre entreprise ? Alors, il y a 2 stratégies qui s'opposent ou qui se complètent à voir. Il y a une première stratégie, c'est on va essayer de remplacer une action réalisée par un humain par un algorithme d'IA. Donc là, c'est plutôt la vision faire à la place d'eux. Effectivement, bon, c'est une stratégie. Alors que la deuxième stratégie, c'est d'augmenter la vision et d'augmenter la prise de décision par l'ajout de l'intelligence artificielle. Et là, ça va être plutôt de se dire on va faire avec l'utilisateur final. Alors sur la première stratégie, effectivement, vous pouvez le faire simplement, vous avez des gains immédiats, mais bon, très souvent, on va se rendre compte que les gains, on arrive très rapidement à un plateau. Et que pour passer ce plateau, il faut plutôt appliquer la deuxième solution qui est de faire avec l'utilisateur, où là, on peut quand même remarquer que la mise en place est peut-être beaucoup plus longue. Par contre, les gains vont être crescendo et surtout, ils vont être sans limite. Donc c'est surtout ça, moi, la stratégie, bien sûr, que je privilégie toujours lors des accompagnements, c'est vraiment de se dire qu'on ne va pas remplacer des utilisateurs, mais en fait, on va augmenter leur prise de décision et on va augmenter leur travail en leur fournissant la bonne information au bon moment. OK, justement, donc on se dit maintenant on veut créer des processus métiers augmentés. Comment est-ce qu'on maintenant on utilise l'IA quotidiennement et comment est-ce qu'on l'utilise concrètement en entreprise? Donc là, il y a 2 visions. Soit vous vous dites que vous voulez utiliser l'IA plutôt dans une vision interne, soit vous voulez plutôt utiliser l'IA avec une vision externe. Dans la vision interne, bien sûr, c'est pour améliorer ses performances, c'est tout simplement améliorer les performances des process métiers. Comment? Tout simplement en reliant l'utilisation de l'IA avec l'élément qui pose le plus de problèmes souvent en entreprise, c'est la prise de décision. Comment est-ce que vous prenez la prise de décision? Avec l'intuition. C'est tout simplement qu'il n'y a peut-être pas de data ou de solutions qui permettent de simplifier cette prise de décision. Ça peut être plus vu comme une vision productiviste. Effectivement, on veut améliorer ce processus-là. On veut essayer de simplifier grandement ces process. Et quelle est la marche à suivre, justement, pour améliorer cette partie-là? Suivant le niveau de maturité de votre entreprise, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle Data as a Service. C'est le côté, on va fournir une donnée brute à l'utilisateur qui va manipuler pour prendre la décision. Le deuxième niveau de maturité, c'est on passe de la data à Information as a Service. On va, à partir de la data, sortir des KPI, par exemple, ça c'est de l'information. Et le Graal ultime, c'est de passer de Information as a Service à Answer as a Service. Donc arriver à des recommandations, à un système de recommandations. Alors bien sûr, pour arriver à ce niveau de maturité-là, ça demande un certain travail,
Mais c'est ça l'objectif, in fine, de l'amélioration du process. Et le deuxième point, ça c'était une vision très interne, et le deuxième point maintenant, c'est de l'utiliser à plus une vocation externe. Et là, c'est là où ça rentre vraiment dans un business, c'est d'utiliser la data et l'IA comme un actif de l'entreprise, où on va vouloir construire des nouvelles offres de services basées sur les données que vous avez collectées dans votre entreprise pour justement imaginer votre business de demain. Et là, ça nécessite finalement de construire une nouvelle offre de services complète, des nouveaux services pré-packagés, utilisant la donnée ou en utilisant des services IA qui pourront demain fidéliser des clients, si vous êtes plutôt dans une stratégie B2C en proposant de nouveaux services innovants, ou peut-être de ramener des clients, typiquement, qui n'ont pas ça chez leur prestataire habituel. Ça, typiquement, c'est peut-être pas la chose qu'on pense très souvent, mais si par exemple on prend les banques en ligne, on parle de relations clients, ces acteurs disruptifs qui sont arrivés il y a quelques années, quelle était leur force? Justement de proposer des nouveaux services innovants, justement basés sur l'IA. Donc même si ce n'est pas quelque chose de naturel, ça peut être un vrai, je vais utiliser le mot, game changer dans notre choix de plutôt utiliser des solutions innovantes plutôt qu'utiliser des services un peu balbutiants. Très bien, si maintenant on fait un petit zoom côté relation client, qu'est-ce que ça va entraîner? On peut se dire comment est-ce qu'on améliore la relation client? On a deux leviers. On a un levier conseiller et on a un levier client. Donc si on veut doter le conseiller d'une vision augmentée, qu'est-ce qu'on va vouloir lui faire? Tout simplement, on va essayer de simplifier ses process et ses méthodes de travail en essayant de réduire au maximum les tâches à très faible valeur ajoutée. Donc tout ce qui peut être à très faible valeur ajoutée, des tâches extrêmement chronophages, quotidiennes on fait tous des tâches extrêmement chronophages et quotidiennes, et justement, le meilleur moyen d'essayer de simplifier ça, c'est de remplacer ces visions-là par l'utilisation d'une vision beaucoup plus prédictive avec l'ajout d'IA. Et la deuxième partie, c'est sur... attendez, tac. Et si maintenant on fait le zoom sur la partie client, le levier client, qu'est-ce qu'on va vouloir lui proposer? On va vouloir lui proposer une expérience de plus en plus personnalisée en essayant de favoriser au maximum cette vision d'autonomie. L'autonomie, ça s'appelle le self-care en relation client. Et effectivement, c'est de plus en plus, il y a énormément d'études qui prouvent qu'on va vouloir accéder à une première information brute par soi-même avant de demander peut-être une interaction avec son conseiller clientèle par la suite pour lui demander une précision ou d'améliorer justement, où le conseiller clientèle aura plus vision de transformer l'opportunité en vrai business. Et le deuxième sujet sur l'attente, on va dire, du point de vue client, c'est de travailler sur la vision d'hyper-personnalisation en proposant des parcours, en proposant du contenu, en proposant des sites web personnalisés pour vraiment au maximum lui dire « Ok, ça c'est la solution ou ça c'est le service qu'il me faut absolument pour ma problématique ». Si maintenant on regarde à peu près des exemples concrets par rapport à tout ça, si on regarde la partie client, alors le premier cas d'usage, tout le monde s'y attend. Premier cas d'usage d'IA, c'est le chatbot. Même si moi, je préfère utiliser la vision de assistant conversationnel, puisque le chatbot, très souvent, dans la plupart des cas, l'IA, c'est peanuts par rapport à toute cette partie-là. En fait, un vrai chatbot basé sur l'IA, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a vraiment pas énormément. Très souvent, actuellement, les chatbots, c'est des parcours ciblés, où il n'y a pas cette vraie vision de scoring, où on va essayer de vraiment comprendre cette vision-là. Mais avec l'apport de l'IA générative, on va arriver à simplifier grandement cette vision, passer d'un assistant conversationnel à un vrai chatbot par la suite. Le deuxième sujet sur la partie client, c'est l'hyper-personnalisation. Il y a de grands... Alors, ce n'est pas forcément un sujet sur la partie web, mais en particulier, mais par exemple, le site Starbucks, si vous vous connectez aux États-Unis, le site Starbucks, il est ultra personnalisé et il répond s'il y a un site internet par persona et par utilisateur. En fait, il va comprendre si vous avez un compte en ligne sur le site de Starbucks US, attention, parce qu'en France et en Europe, il y a un problème de AI Act derrière ça, mais ils vont vraiment vous proposer du contenu ultra personnalisé avec des couleurs, avec une organisation de votre page web qui vous correspond par rapport à votre segment client, vos âges, vos habitudes d'achat, etc. Donc ça, c'est de la personnalisation et c'est ce qui va arriver demain ou après-demain sur ces sujets-là.
Le deuxième, les autres sujets sur la partie client, bien sûr, on a de la synthèse de documents, typiquement, hein, qui lit quotidiennement ou quand on signe un contrat d'assurance, est-ce que tout le monde lit les 195 pages? Une solution, ce serait peut-être possible d'avoir un chat du type chat GPT ou qui lui a lu ce contrat client et on peut aller l'interroger sur est-ce que je suis couvert sur ça, est-ce que je suis couvert sur ça. Ce qu'on va appeler des FAQ augmentés par la suite. Et un autre cas d'usage qui a rencontré de nombreux détracteurs, mais qui est un vrai sujet d'actualité, c'est le serveur vocal interactif. Tout le monde a déjà appelé son opérateur téléphonique et il doit appuyer sur 12, 25, 52 étoile avant d'arriver à l'utilisateur final. Et bien justement, avec l'utilisation de l'IA, tout simplement, on va vous poser la question quel est l'objet de votre appel? Vous allez prononcer votre phrase et on va pouvoir vous router vers le bon interlocuteur pour répondre à vos besoins. Et je vous montrerai que le SVI, je vois des gens qui sourient, mais ça marche vraiment ces solutions-là. Et sur ça, hein, d'ailleurs, je vais vous montrer, il y a des nouvelles solutions qui viennent de sortir, qui sont tout bonnement bluffantes et qui vont vraiment révolutionner la partie SVI. Ce qui est assez intéressant là-dessus, on peut voir sur les gains observés sur les clients, voilà, réponse immédiate et plus explicite, effectivement. Si vous cherchez par vous-même l'information, vous avez directement l'information. Et si elle n'est pas disponible, au moins vous pouvez contacter votre conseiller pour lui dire. Simplifier effectivement l'accès et des clients mieux informés et beaucoup plus autonomes. Et ce qui est assez important, c'est que très souvent, on ne met pas en place des solutions de relation client, du point de vue client, uniquement pour le client, mais tout simplement aussi pour simplifier le travail du conseiller. Parce que de plus, je vous garantis, pour avoir travaillé dans une grande banque qui a son siège à Strasbourg, près du Wacken, l'objet principal d'appel des clients, c'est je veux prendre rendez-vous avec mon conseiller et quel est le solde de mon compte. Est-ce qu'il y a une vraie valeur à parler à un humain pour avoir ces informations-là? Oui, non, à voir. Donc effectivement, les gains du point de vue du collaborateur, c'est qu'il y a un vrai gain de production. Il est vraiment consacré à des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Il y a des collaborateurs qui sont plus engagés parce que la relation client du point de vue conseiller, c'est pas toujours facile parce qu'ils ont un grand nombre de rendez-vous. Et en plus, une fois que les rendez-vous sont finis, ils ont des tâches administratives à réaliser. Donc effectivement, il y a un vrai gain à aller chercher sur ça et les collaborateurs plus engagés, c'est vraiment ça. Et puis, dans de nombreux business, tout le temps qu'un conseiller client ne passe pas un rendez-vous, c'est du temps qu'il ne passe pas pour générer du business. Donc il y a aussi ce côté qu'il y a un vrai enjeu de vouloir simplifier pour demain créer un vrai business, du business supplémentaire. Sur la partie conseiller clientèle, il y a de nombreuses solutions qui peuvent être vues. Vous pouvez mettre en place des synthèses d'échanges sur les call centers. Tous les call centers, dès que vous avez un opérateur, on vous dit, quand vous passez un appel, cet appel est enregistré. Tout simplement, c'est parce qu'après, il est analysé, il est synthétisé, etc. Là, d'ailleurs, l'IA générative a de nombreuses vertus sur cette partie-là. Deuxième sujet, c'est la partie FAQ. Comme avant, c'est des solutions qui permettent de pouvoir accéder beaucoup plus facilement à l'information sur des documents de contrat, sur des conditions générales de vente, etc. D'autres sujets sur la partie conseiller, vous avez des générateurs de propositions de réponse à des emails clients et vous avez des analyses de satisfaction client, effectivement, de savoir quelles sont les problématiques que vos clients mettent en ligne sur vos avis clients, etc. Donc là, il y a effectivement de nombreux cas qui peuvent apparaître. Et justement, si on fait le zoom sur des cas un peu plus précis pour vous montrer comment est-ce que ça peut se représenter. Des cas que j'ai déjà pu mener. Imaginez, vous êtes une ETI de service, il y a peut-être dans la salle des ETI de service, alors là c'était un contexte, c'est une ETI qui installe des solutions d'énergie durable, tout ce qui est chaudière, panneaux solaires, etc. Ils ont une équipe de service client d'une dizaine de personnes qui est principalement, qui ont pour mission de répondre à de nombreuses informations sur les clients, de planifier des installations, de traiter les demandes de financement, effectivement, si vous voulez faire un prêt, de collecter de l'information et de faire des montages de prêts par la suite, et d'assurer le suivi après-vente. C'est quelque chose qu'on a entendu ce matin. Le suivi après-vente, c'est là où il y a souvent le plus de problématiques et souvent le plus de travail sur cette partie-là. Et en début d'intervention, moi, ce que j'ai entendu, c'était de se dire que la satisfaction cliente, elle est assez fluctuante parce que le délai de réponse, il est quand même assez long. Effectivement, on reçoit énormément de demandes. Il faut traiter chacune des demandes à la main.
Et ben, voilà, tout ce temps, si imaginez vous avez une panne de chaudière, on peut comprendre qu'on a bien envie d'avoir une réponse immédiate et pas attendre 10 jours pour avoir une réponse. On va vous fournir un technicien. Et l'autre sujet, c'est que finalement, c'était toujours quasi les mêmes demandes qui apparaissaient. C'était les demandes d'intervention, la maintenance, et voici quelques documents pour simplifier mon montage de prêt. Et puis on estimait, juste quand même pour vous donner une visibilité, on estimait à peu près à 50 emails reçus par jour, donc 50 emails reçus par jour et par personne pour cette entreprise-là. Donc si vous voyez, vous faites globalement 10 personnes dans votre service client, ça veut dire que vous avez déjà 500 emails qui arrivent quotidiennement juste pour les cas clients, pour vraiment la partie relation client. Donc qu'est-ce qu'on a proposé? Eh bien, tout simplement, on a proposé une solution d'analyseur d'email qui va faire quoi? Qui va identifier, ou plutôt qui va analyser le contenu de cet email pour faire quoi? Alors pas du tout pour répondre, mais pour identifier le contenu, donc détecter ce qu'on va appeler l'intention, pour proposer des liens vers des applicatifs métiers pour simplifier le process. Et la réponse, vous voyez, elle arrive, elle n'est pas là, mais elle arrivera qu'à la fin. Si maintenant je vous montre une petite démo, donc c'est des maquettes, hein, je n'ai pas voulu l'effet démo en conférence, j'évite. C'est, imaginez, vous recevez un email. Donc là, c'est monsieur Thomas Michel qui vous envoie un mail et qui vous dit je vous contacte, j'ai un problème avec ma chaudière, elle s'arrête régulièrement, etc. Je souhaiterais savoir si vous pouvez organiser une intervention pour réparer ce dysfonctionnement et je suis disponible le mardi 18 à 18h ou le jeudi 24 octobre, toute la journée, ou dans la matinée, pardon. Très bien. Ça, c'est votre email classique. Et vous voyez l'ajout de l'analyseur d'email, c'est la petite partie en bas, où on va analyser le contenu de cet email pour proposer des liens vers des applicatifs pour essayer de simplifier grandement cette partie-là. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer? Eh ben, on a analysé effectivement qu'il y a un problème avec une chaudière. On pourrait imaginer qu'il y a plusieurs produits dans cette entreprise et que la personne veut une intervention avec des jours déjà fixes. Donc là, effectivement, il y a aussi une partie détection d'urgence, mais ça, ce n'est pas le principal sujet. Donc il y a eu cette partie-là. On propose des liens directement vers ces choses-là. Imaginons, vous cliquez sur le lien rendez-vous intervention. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre pop-up de votre agenda ou de l'agenda de planification d'intervention qui arrive. L'algorithme est plutôt assez intelligent parce qu'il avait quand même retenu qu'il y avait des potentielles dates d'intervention qui pouvaient correspondre à l'utilisateur. Et on va ouvrir l'intervention et on va se dire « Ah non, le 18, 18h, conflit horaire, il n'y a plus de disponibilité. Par contre, le 24, 9h, c'est possible. » On valide le 24, 9h, on appuie sur « Valider » et puis, réponse bien sûr automatisée, puisqu'on est quand même dans une solution d'IA bout en bout. Et là, sur la vision finalement répondre à l'utilisateur, dans la plupart des cas, vous n'avez même pas besoin d'utiliser d'IA générative. Parce que la plupart des cas, c'est des réponses standardisées. Vous pouvez utiliser un formulaire et vous lui confirmez juste que vous pouvez vous donner le rendez-vous le 24 octobre à 9h30, etc. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ce qui est quand même assez fort, c'est qu'en 4 clics, vous avez une problématique et vous arrivez avec votre, in fine, votre solution. Donc ici, c'est la demande de rendez-vous et la planification du rendez-vous. Donc c'est quand même, en termes de simplification de process, c'est quand même assez notable, cette partie-là. D'autres choses à mentionner, c'est qu'en aucun cas, les actions ont été automatisées sans l'utilisation d'un humain. Ça, c'est quelque chose d'assez important. On se dit toujours, on a un email, on va traiter automatiquement ces emails et on va envoyer une réponse. C'est absolument pas le cas ici. L'idée, c'est toujours que l'humain est au cœur de chacune des actions, mais on va juste essayer de lui simplifier grandement ce process-là. Et en termes de gains, juste quelques chiffres. Je suis consultant, donc je peux aussi vous dire qu'on a gagné 25 ETP, mais ce n'est pas mon but. Mais juste en termes de process, imaginez si vous économisez sur un mail 30 secondes. Pour traiter un mail, 30 secondes, rien qu'en gain, hein, entre avant et après. C'est, on va dire, le minimum. C'est pas mal 30 secondes déjà. On peut se dire 50 mails par jour, ça fait 25 minutes. Multiplié par une semaine, ça fait 2 heures. Multiplié par 10 collaborateurs, ça fait 20 heures. Ça, c'est le minimum. Maintenant, imaginez que vous avez 1 minute de gain par situation. Si c'est des situations beaucoup plus complexes, 1 minute, c'est toujours jouable. Allez, on refait le travail. On arrive à 40 heures par semaine et par collaborateur. Alors, on est à la semaine des 35 heures en France. Donc, on se rend compte que c'est quasi un poste. Et puis, 2 minutes, alors c'est le Graal, 80 heures. Waouh, standing ovation, il n'y a pas de souci.
Donc vous voyez, c'est quand même que là, les gains, ils sont quand même assez immédiats sur ces choses-là. Et ça, c'est juste 50 collaborateurs. Si imaginez, vous êtes dans des services beaucoup plus complexes, avec des situations avec des équipes bien plus conséquentes, le gain, il est quasi immédiat. Deuxième sujet sur le traitement automatique des documents. Alors, sujet relatif à la banque. Très souvent, le contexte, c'était les conseillers clientèle dans le monde bancaire, ils reçoivent et ils traitent un très grand nombre de documents, quotidiennement. On envoie rarement un document à son conseiller bancaire avec des photos de vacances. C'est que très souvent, quand même, quand on lui envoie des documents, c'est que ça doit être rattaché à une instruction en cours pour son dossier client. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a analysé les pièces jointes qui transitaient dans les emails. On a réussi à typer les pièces jointes, ça veut dire détecter est-ce que c'est des bulletins de salaire, des avis d'imposition, etc. Il y avait plus de 40 classes de documents différentes. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a extrait le texte, donc il y avait finalement une brique d'analyse d'image et une brique d'OCR et de classification de texte. Et ça ne s'arrête pas là, parce que le conseiller bancaire, lui dire est-ce que c'est un bulletin de salaire, il en est capable de le faire sans notre aide. Et on allait regarder dans les instructions en cours, j'y vais tout de suite. On a regardé dans les instructions en cours, est-ce qu'il y avait des dossiers de prêt qui étaient ouverts pour ce client-là. Et dans les dossiers de prêt, vous savez, il faut fournir des catégories extrêmement normées de tout ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? Quand on avait typé ici un bulletin de salaire, on avait regardé si pour ce client-là, on avait un dossier de client et d'instruction de crédit qui était ouvert, et on proposait un lien intelligent entre ces deux choses-là. Là, de nouveau, 3 clics pour associer une tâche extrêmement chronophage et extrêmement récurrente sur tout ça. Donc ça, c'est un deuxième cas qui peut vraiment avoir un vrai gain, parce qu'on manipule tous des emails en relation client, on manipule tous des documents pour des équipes de support, par exemple. Donc ça, c'est vrai, deux exemples assez marquants sur cette vision-là. Et d'ailleurs, vous voyez, 2 exemples qui n'utilisent pas forcément l'IA générative. Puisque je ne suis pas arc-bouté, je voulais quand même vous montrer un exemple d'IA générative sur la partie relation client. C'est ce qu'on appelle la FAQ augmentée. Là, le contexte, c'est une entreprise qui gère des aires de camping-car. Donc une entreprise de l'ouest de la France. C'est le leader européen de gestion des aires de camping-car. Et il propose un service d'accès à distance sur ces aires-là, avec un badge, etc. Il gère plus de 400 aires, ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une équipe de relations clients, cette fois-ci, de 40 collaborateurs, qui monte à 55 collaborateurs en période estivale, puisque effectivement, en période estivale, malheureusement, on prend tous des vacances, et donc il y a un afflux de personnes sur cette partie-là. Et donc là, leur problématique, c'est qu'ils ont un nombre de procédures d'anomalies, de gestion d'anomalies assez énorme. On l'avait estimé à 70, je pense qu'on était un peu plus que cette partie-là. Et donc, ils voulaient accéder plus simplement à cette information-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé l'IA générative avec cette vision qu'on appelle RAG, cette nouvelle approche qui devient de plus en plus populaire. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, je ne vais pas vous faire une démonstration technique de comment fonctionne un RAG, mais c'est la fonctionnalité des MyGPTs sur ChatGPT. Vous avez le modèle de langage IA générative, et en fait, vous allez lui associer une base de connaissances dont vous êtes propriétaire, et vous allez lui dire, au moment où tu réponds, regarde dans cette base-là pour trouver la réponse. Simplifier les RAG en 30 secondes, c'était à peu près ce que je pouvais vous proposer. Et alors là, justement, cette vision RAG, c'est extrêmement populaire. Et là, de nouveau, plusieurs approches peuvent s'offrir à vous. Là, ce client-là, on lui avait dit, tu as 2 approches. Soit tu utilises ChatGPT et tu crées un MyGPTs. La difficulté, c'est utiliser ChatGPT, c'est de communiquer la base de connaissances sur le serveur de ChatGPT, ce qui peut quand même avoir une petite anomalie si vous avez des sujets un peu de confidentialité de données. Il y a des solutions purement open source, du type Llama. Donc là, c'est la solution de Facebook sur cette chose-là. Donc là, il avait des équipes de dev, c'est ce qu'il a privilégié. Et puis, vous avez d'autres acteurs, bien sûr, qui vous proposent des RAG, des solutions de RAG, on va dire, propriétaires. Vous pouvez installer chez vous et qui se connectent juste avec votre abonnement de ChatGPT, mais la base de connaissances est gérée chez vous, du type solution française Cocorico, qui s'appelle Davana.ai, qui est basée à Nantes, et qui propose justement de construire des RAG sur cette vision-là. Ce qui est important toujours là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs alternatives pour traiter cette solution, et il faut prendre en compte tout ce qui peut favoriser votre choix, du type, là c'était
la confidentialité des données qu'on devait traiter. Donc naturellement, si confidentialité, moi utiliser ChatGPT, je ne le ferai pas. Donc là, c'est pour ça qu'on lui avait trouvé d'autres alternatives. Maintenant, si on essaie de regarder dans le futur. Alors, dans le futur de l'IA, particulier sur la relation client, il y a quand même un sujet qui est en train de monter, c'est les avatars. Si vous étiez à la présentation de Frédéric tout à l'heure, il nous a montré des avatars de Miss Météo assez bluffantes. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'avatars virtuels, d'IA, qui vraiment peuvent vous parler 45 millions de langues, etc. D'ailleurs, en parallèle de ce salon mondialement reconnu, il y a un autre salon mondialement reconnu qui est le salon Big Data à Paris. Et IBM a annoncé le lancement d'un avatar IA disponible en français. Donc dans leur pack... je ne sais plus quel pack, Watson, etc. Ouais, c'est ça, voilà, dans leur solution Watson. Donc ça veut dire que c'est quand même un sujet qui est en train de monter. Après, est-ce que la relation client a besoin d'un avatar IA? Dans de nombreuses situations, pas forcément. Le deuxième sujet, c'est quand même la partie traduction vocale, où, effectivement, avec l'arrivée d'acteurs du type Eleven Labs ou Agen, voilà, on peut me faire parler japonais sans aucune difficulté. Donc ça, c'est vrai qu'en termes de relation client, c'est quand même assez intéressant pour essayer de favoriser ça. Et je vous parlais d'un transformateur, d'un game changer sur la partie IA conversationnelle. Vous avez une solution française qui s'appelle Volubil, qui a été lancée par Stéphanie Delestre, que peut-être vous connaissez parce que c'est l'ancienne fondatrice de Kappa, qui a été rachetée par Adecco il y a quelques années. D'ailleurs, elle fait aussi l'émission Qui veut être mon associé. Peut-être que vraiment là, peut-être vous la remettez. Et qui a décidé de se lancer dans l'IA il y a vraiment quelques temps. Là, ils ont sorti une V0 de leur sujet en mai dernier. Et ils proposent un assistant conversationnel du type SVI, mais en langage, puis cette fois-ci en routage. Donc vous lui dites, il va vous poser la question, quel est votre problème? Vous allez lui expliquer, très bien. Il va prendre en compte sa base de connaissances et il va vous répondre, on va dire en français ou en langage. Donc c'est assez bluffant. Je ne fais pas de la pub pour eux, mais connectez-vous juste sur votre site internet, sur leur site internet. Ils ont une démo en ligne, c'est assez bluffant. Et c'est une solution française et ils traitent pas mal de cas d'usage par rapport à la suite. Donc quand même, le SVI traditionnel est quand même assez révolutionné avec l'ajout de ces fonctionnalités-là. Attention, ça ne va pas remplacer les conseillers clientèle, mais par contre, les conseillers clientèle, si vous avez un problème à 22 heures, bah, souvent ils ne travaillent pas, ce qui peut se comprendre, et peut-être mettre en place ces solutions-là pour du service 24/24, c'est là où peut y avoir un vrai impact. Et bon, je ne pouvais pas quand même, là j'ai parlé d'innovation, mais je ne pouvais quand même ne pas parler d'un autre sujet qui est quand même d'actualité ô combien, c'est la partie défis et questionnement. On parle beaucoup d'IA générative, on parle énormément d'IA générative, mais bon, il y a aussi un vrai sujet sur la partie, ce qu'on appelle la frugalité. C'est le côté, bon, ces IA génératives, elles sont extrêmement gourmandes en consommation énergétique, en nécessité hardware. On parlait de la bouteille d'eau, à peu près une dizaine de recherches ChatGPT, c'est une bouteille d'eau. Si on compare ça, on dit aussi que une recherche ChatGPT, c'est 10 recherches Google. Donc effectivement, on se dit quotidiennement, si tout le monde utilise des solutions d'IA générative, en termes de consommation énergétique, c'est vrai qu'il y a des vrais enjeux d'essayer de réduire sur ça. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses entreprises qui commencent à se dire de commencer à rationaliser les usages sur l'IA générative en se disant qu'il ne faudra que l'utiliser quand il y a une réelle utilité. Et ce n'est pas forcément un prérequis absolu pour toutes les situations. Et puis, il y a un dernier point, c'est quand même le sujet hardware. Il y a quand même de plus en plus de sujets de se dire qu'il y a eu une mode en disant « Oula, le GPU, on arrive quasi on ne peut plus avoir de GPU disponible ». Donc c'est vrai que ça, c'est un vrai enjeu. Si on veut continuer à utiliser grandement l'IA générative, attention, eh ben, si les GPU ne sont plus disponibles, c'est là où on peut y avoir des vraies problématiques sur ces sujets-là. D'accord ? Mais la bonne nouvelle, c'est que l'IA discriminative, ce que je vous ai montré avant, les deux cas, en termes de ressources, ce n'est pas forcément extrêmement chronophage, et c'est pas chronophage, mais gourmand en termes de ressources de calcul. Ok, si maintenant, 10 dernières minutes, je vais tenir le timing parfaitement, si maintenant on parle un peu stratégie. Alors qu'est-ce que c'est une stratégie typiquement? Alors une stratégie d'IA, mais de manière globale, ça va s'articuler sur 4 grands points. Le premier point, c'est des process. Effectivement, tout le monde en est conscient, l'IA change les habitudes des gens, et donc change également et modifie les process des utilisateurs opérationnels. Donc effectivement, il va y avoir cette vraie vision de vouloir construire des métiers efficaces pour intégrer vraiment l'IA dans votre organisation.
Le deuxième sujet, c'est l'organisation. Effectivement, va falloir bientôt proposer une structure collective. Toute l'entreprise est impactée sur cette transformation-là. Donc c'est bien pour ça qu'il faut mettre l'utilisateur final au cœur de cette démarche et en récoltant ses usages, en récoltant ses craintes, en organisant de la démystification, etc. Le troisième pilier, c'est des outils. Effectivement, l'IA, même si je ne suis pas un pro ou un pro à prôner cette partie outils, effectivement, ça reste une boîte à outils. Il faut trouver les bonnes technologies performantes pour vraiment construire la boîte à outils la plus technologique pour servir les besoins métiers. Et le dernier, et peut-être le plus important, c'est la partie compétences. Parce qu'effectivement, on va remplacer personne. Par contre, l'IA va remplacer les compétences des gens. Et l'IA devient une compétence à acquérir par rapport à tout ça. Le parallèle que je fais souvent sur cette question, c'est aujourd'hui, il n'y a plus un graphiste qui ne sait plus se servir de Photoshop ou d'InDesign. Effectivement, plus personne, il n'y a plus aucun graphiste, ou il y a très peu de graphistes qui n'ont plus ces compétences-là. C'est pareil en IA. Dans 10 ans, les personnes du marketing digital devront savoir faire un prompt, et ça va devenir une vraie compétence qui nécessite de la formation et de l'accompagnement de la part des entreprises. Ça, c'est un point, on n'attend pas que ça tombe du ciel non plus par rapport à ça. Si on regarde l'aspect technologique, bon, le sujet sur la techno, moi depuis 10 ans que je travaille dans ce domaine, il y a 10 ans, moi j'avais des sujets que je ne pouvais pas traiter. Traitement d'image, c'était extrêmement compliqué. Il y avait quelques prémices par rapport à ça, mais c'était très compliqué. Et en 10 ans, finalement, il y a eu x10 sur le nombre de technos. Ça, c'est à peu près l'écosystème qui est publié chaque année par FirstMark. C'est un écosystème techno de l'ensemble des technologies qui peuvent être utilisées dans le monde de l'intelligence artificielle. Bon, on se rend compte que là, il est couvert, donc il n'y a pas de... Il est même peut-être un peu trop couvert parfois dans certains sujets. Par contre, il y a quand même un vrai sujet pour moi qui arrive à ça, c'est qu'avec cet essor, on va dire, technologique, en fait, il y a un petit changement de paradigme qui commence à arriver en se disant qu'avant, on se posait la question, est-ce qu'on peut faire cette chose-là grâce à l'IA? Et en fait, vu que maintenant, quasi tout devient possible, on va peut-être plutôt se poser la question, existe-t-il une utilité pour l'utilisateur du final de le faire? Parce qu'en fait, vous avez tellement de cas d'usage potentiels que votre enjeu, ce n'est pas de trouver tous les cas d'usage, mais c'est de trouver les cas d'usage prioritaires pour votre business, et pour le business, et pour la verticale métier en question. Donc c'est là où il y a un vrai changement de paradigme par rapport à ça. Avant, c'était est-ce qu'on peut faire? Maintenant, c'est est-ce qu'il y a une utilité de le faire? Et comment est-ce qu'on valide cette utilité? Ça, je vais skipper. Comment est-ce qu'on valide cette utilité? C'est l'alignement de la stratégie IA avec votre stratégie business. Trop souvent, moi on me pose souvent la question quand j'interviens dans des missions d'audit et de feuilles de route, on me dit « mais quels sont les bons cas d'usage pour mon entreprise ?» Moi, ma réponse, c'est « quelle est votre stratégie ?» En fait, il faut corréler la stratégie d'intelligence artificielle de transformation que vous voulez mettre en place avec la stratégie de l'entreprise au global, pour que ces deux stratégies-là aillent dans le même sens et qu'elles puissent vraiment, que la stratégie technologique puisse servir votre stratégie d'entreprise. Le deuxième sujet, c'est business. Stratégie technologique, pour moi, ce n'est pas forcément la bonne vision. La stratégie IA, c'est une stratégie business. Il faut cibler sur les usages. Il faut mettre l'utilisateur au cœur de votre démarche d'idéation et de votre cœur de démarche de construction de solutions. Et le dernier sujet, c'est fédérer pour adopter. Et là, c'est vrai que c'est le sujet... il y a encore parfois des personnes qui disent « ouais, on va faire une démystification uniquement pour le board ». Pour le CODIR des entreprises. Oui, ça suffira pour expliquer c'est quoi les attentes. Oui, sauf que c'est rarement le CODIR qui demain utilisera les solutions d'IA qu'on va mettre en place. Donc l'important, c'est vraiment de toujours mettre les utilisateurs, tous les utilisateurs de l'entreprise, les futurs utilisateurs de vos solutions, dans l'ensemble de votre démarche. Et le mode opératoire pour construire une stratégie, on va dire, efficace et efficiente, pour moi, il va se résumer en 4 points. Le premier, c'est démystifier. Expliquer simplement ce que c'est, surtout ce que ce n'est pas l'IA, puisqu'il y a quand même encore beaucoup de choses qu'on entend qui sont complètement fausses sur ce sujet. Le deuxième, c'est une fois qu'on a démystifié, c'est identifier les cas d'usage à forte valeur ajoutée pour votre entreprise. Et ce qui est très important, c'est une fois qu'on a identifié les cas d'usage, c'est de les prioriser, parce que très rarement, une entreprise n'a pas la vision et la vocation à vouloir développer 50 solutions à la fois. À la fin, c'est qu'il faut en sélectionner 3 ou 4. Et ensuite, une fois qu'on a ces 4, on va dire, cas d'usage à très forte valeur ajoutée, il faut les tester. Parce qu'en fait,
même si on peut trouver toutes les solutions géniales qui peuvent exister, tant qu'on ne les a pas testées en contexte réel, avec les vrais utilisateurs, avec tout ça, bon, on ne peut pas valider et sécuriser cette mise en place. Donc tester, ça veut dire tester sur un petit périmètre pour limiter les coûts. Et une fois qu'on a rodé sur un petit périmètre, de plus en plus l'étendre par rapport à tout ça. Conclusion sur un peu les facteurs clés du succès de la démarche sur toute stratégie, mais relations clients, logistique, etc., ça peut être appliqué sur la même chose. Le premier point, c'est l'alignement stratégique, vous l'avez compris. Sponsorship métier extrêmement fort, même constant et obligatoire sur ça. Si vous avez un directeur métier qui n'est pas convaincu qu'on va transformer ses process métiers avec l'IA, ce n'est pas le bon interlocuteur et ce n'est pas le bon métier à prioriser. Le troisième point, c'est il faut imaginer des solutions IA itératives. C'est penser grand, commencer petit. Même si vous allez dire ça, c'est génial. Oui, peut-être c'est génial, mais validez quand même que ce que vous pensez génial, les utilisateurs finaux vont penser également que ça a un impact pour eux. D'accord ? Donc vraiment itératif. Troisième sujet, la culture data. La culture data, il y a quelqu'un ce matin qui posait une question sur le problème avec la partie éthique, cybersécurité. Le problème de la cyber, c'est qu'il n'y a pas de culture associée à ça. Il n'y a pas une culture cyber. C'est la même chose avec la data. La data, tout le monde la manipule, mais on ne sait pas vraiment ce que ça représente. Et il faut vraiment élever le niveau de maturité de la culture data autour du point process, outils, compétences et organisation. Avant-dernier point, la gestion de données. Effectivement, si vous avez des données de faible qualité ou si vous n'avez pas de données, c'est quand même compliqué de faire de la data, quand même, à la base. Donc il faut quand même se poser un moment la question sur sécuriser la qualité et la disponibilité de ces choses-là. Et le dernier point, on pourrait en faire des présentations entières, c'est comment est-ce qu'on anticipe le changement. Effectivement, on s'est rendu compte que l'IA change énormément les habitudes des utilisateurs finaux. Et donc, en fait, en les intégrant depuis le début du process d'idéation, etc., vous allez tout simplement anticiper grandement le changement sur ça, pour qu'à la fin, in fine, vous récoltiez aussi les gains que vous espériez au début de votre stratégie. Merci beaucoup pour votre attention. Et une chose que je dis souvent, c'est donner une vision à vos ambitions data, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une ambition data, tout le monde veut utiliser la data. Par contre, parfois, ce qui manque, c'est mettre une vision sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Peut-être quelques questions? Non, pas de questions? Si, j'arrive. Merci pour l'intervention. Je me posais une question parce que vous abordez en fait la transformation IA. Alors je comprends par la direction de l'entreprise, parce que c'est elle qui prend la décision. Sauf qu'au final, vous le mettez quand même en avant, mais c'est l'utilisateur de l'IA qui a finalement la solution et qui a ses problèmes. Donc ma question, c'est en fait, c'est l'utilisateur qui devrait pousser ça progressivement à sa direction. Et là, en fait, moi, ce qui m'embête aussi un petit peu, c'est que finalement, on voit cette transformation IA comme une refonte complète de l'organisation, comme si c'était effectivement une barrière, un changement extrêmement important. Mais je pense qu'il y a, en partant d'abord de l'utilisateur qui est au plus bas dans l'entreprise, et en faisant des étapes très progressives, on peut énormément réduire les coûts et les résistances au changement aussi, quoi. Je suis à 100% d'accord avec vous. Et je pense qu'en fait, je me suis peut-être mal exprimé si vous avez identifié ce point-là. Mais justement, dans cette démarche que je dis démystifier, identifier, prioriser, etc., en fait, c'est des utilisateurs qui sont... En fait, moi, j'accompagne les équipes métiers à transformer. Et les idées ne viennent pas du tout du board. Vraiment, absolument pas. Donc non, je suis à 100% d'accord avec vous. Le seul sujet de divergence qu'on va pouvoir avoir, c'est qu'en fait, la transformation, elle peut être grande quand même, parce qu'en fait, on va tellement changer les habitudes des utilisateurs qu'en fait, il y a quand même cet axe d'anticipation au changement et de transformation assez grande des métiers, en se disant que les métiers et les méthodes de travail aujourd'hui, avec l'ajout de l'IA, demain ne seront plus du tout les mêmes. Donc il y a quand même cet aspect de transformation est quand même à ne pas négliger. Se dire c'est immédiat et c'est assez simple, dans certains cas, on peut quand même avoir des vrais sujets, des vraies réticences et des vraies frictions. Exactement, et c'est là où
pensez grand, commencez petit, c'est bien ça. C'est vous voyez votre solution finale et step by step, vous allez y arriver. Et se dire que votre relation client va être automatisée, va être gagnée en efficacité du jour au lendemain, c'est pas ça. C'est vraiment en rajoutant chacune des briques aussi pour sécuriser les investissements et pour valider vos gains, tout simplement. Ouais, complètement. On est aligné. Merci. Quelqu'un d'autre pour une question? Alors, en tout cas, moi, je trouve que c'est enthousiasmant et ça donne envie, finalement, effectivement, de se lancer et de dire c'est super, il faut vraiment qu'on y aille. Mais effectivement, ce qui est en bas à gauche, c'est quand même ce qui est le plus important pour ne pas partir trop de tête baissée dans un projet comme ça, quoi. Et c'est vrai que souvent, quand on intervient, au début, c'est très simple un cas d'usage. Ça tient sur une ligne. Mais une fois qu'on commence à rentrer, à mettre les mains dans le cambouis, à regarder les process, c'est là où on se dit bon, il va y avoir plusieurs étapes à le mettre en place. Complètement. Oui, ce serait par rapport au cas d'échec Oui. de mise en place constaté en France ou en Europe pour un peu avoir la recette de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour s'assurer que ça ne fonctionne pas. Mais en fait, alors, ça va être difficile de te donner toute la recette de tout ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Mais en fait, pendant très longtemps, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en fait, l'IA, on l'a vu tellement du point de vue technologique qu'en fait, on faisait quasi du techno-push. Et en fait, on prenait en place une solution technologique qu'on mettait à disposition des utilisateurs et qu'après, on se disait, mais on va l'utiliser comment? Et qu'après, on n'avait même pas identifié les usages. Donc, c'est plus ça, pour moi, la stratégie par rapport à ça. Et puis, pour moi, le deuxième vecteur, quand même, in fine, quand même très délicat, c'est que parfois, on se dit, on a besoin de données. Mais mettre en place un algorithme de scoring, moi, l'exemple que je vous donne, je crois que tu as déjà assisté à des interventions, mais l'exemple que je dis souvent, c'est je travaillais dans une banque en région parisienne au moment où les paiements en ligne sont apparus. On avait un algorithme de détection de fraude de paiement. Donc chaque paiement passe dans une moulinette et on associe est-ce que ça peut être un paiement frauduleux ou pas. Au moment où on a pu payer avec son smartphone, ben, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit ouais, l'algo il va tenir, pas de souci. Et ben, du jour au lendemain où on a ouvert les vannes, tous les paiements mobiles ont été rejetés. Tout simplement parce qu'effectivement, on n'avait pas les données nécessaires et le comportement d'achat avait tellement changé et le comportement utilisateur avait tellement changé, c'est que là où en fait on a une vision. Donc c'est peut-être ça, c'est le côté le techno-push, le côté on n'implique pas les utilisateurs et peut-être le côté data qui parfois peut être vraiment indisponible dans certaines situations. Plus d'autres questions? Bon, je crois qu'on va en rester là. Merci beaucoup Nicolas pour cette super présentation.